L'hypernatrémie est définie par une valeur de natrémie supérieure à 145 mmol par litre. L'hypernatrémie conduit à une hyperosmolalité plasmatique. Cela va entraîner le transfert d'eau de la cellule vers le milieu extracellulaire par l'osmose, provoquant une déshydratation cellulaire. Pour bien comprendre le phénomène d'osmose ou l'influence de l'osmolalité plasmatique sur l'état hydrique cellulaire, je vous conseille de regarder ma vidéo sur l'osmolalité plasmatique. Je vous laisse le lien en haut à droite et en bas de la description. Une déshydratation intracellulaire peut également survenir en absence d'hypernatrémie si elle est due à la présence de le plasma de substances osmotiquement actives ne franchissant la membrane cellulaire en créant un gradient osmotique transmembranaire. C'est dans le cas d'hyperglycémie du diabète sucré décompensé ou lors de l'administration de substances osmotiquement actives comme le sérum glucose hypertonique, le mannitol et le glycérol. Dans ces situations, la natrémie est variable car elle dépend du transfert d'eau du cellule vers le milieu extracellulaire qui tend à l'abaisser d'une part et du perte hydrosodé entraîné par la diurèse osmotique qui tend à l'augmenter d'autre part. La mesure directe de l'osmolalité plasmatique par cryoscopie se établit surtout quand l'état clinique fut suspecté une déshydratation cellulaire en absence d'hypernatrémie. Et aussi, la mesure de l'osmolalité urinaire par cryoscopie est indispensable à la compréhension du mécanisme de la perte d'eau qui peut être runale ou extra-runale. Maintenant, on va détailler la clinique. Les signes cliniques sont peu spécifiques. On a la soif déclenchée par les osmorécepteurs hypothalamiques lors de l'augmentation même modérée de l'osmolalité plasmatique efficace. C'est un signe précoce et pratiquement constant. Néanmoins, ce signe peut être absent en cas d'hypodipsie. L'hypodipsie, c'est la diminution de la sensation de soif. Ce trouble affecte électivement les nourrissons, le sujet âgé et les patients comateux. Et elle peut être la cause principale de la constitution d'hypernatrémie. La perte de poids, surtout quand elle s'associe à une déshydratation extracellulaire, des signes neurologiques qui sont liés essentiellement au retentissement de l'hypernatrémie sur le volume cérébral. Les signes neurologiques sont dominés par des troubles de conscience allant de la simple obnubilation coma profond. La sévérité de la manifestation neurologique dépend avant tout de l'importance de la déshydratation cérébrale, donc l'importance de l'hypernatrémie et sa rapidité d'installation. Il faut savoir que la diminution du volume cérébral induite par l'hypernatrémie peut causer une rupture des veines cérébrales avec la constitution d'hémorragie focale intracérébrale ou méningée responsable à l'apparition des signes neurologiques irréversibles. En revanche, chez les patients ayant une hyperosmolalité prolongée, un traitement agressif par des solutés hypotoniques peut causer un œdème cérébral responsable de coma, voire le décès. La fièvre est fréquente chez l'enfant même en absence de toute infection associée. Les autres signes cliniques dépendent de l'état hydrique du secteur extracellulaire. Comme dans l'hyponatrémie, les hypernatrémies sont classées selon l'état hydrique du secteur extracellulaire. On a l'hypernatrémie avec déshydratation extracellulaire, c'est une situation fréquente qu'on va détailler par la suite. Deuxièmement, l'hypernatrémie avec hyperhydratation extracellulaire. Troisième situation, c'est l'hypernatrémie avec volume extracellulaire normal. L'hypernatrémie avec déshydratation extracellulaire, c'est un tableau de déshydratation globale suite à des pertes hydrosodées insuffisamment compensées par une hypodipsie ou chez les patients comateux qui n'arrivent pas à exprimer leur soif. Les pertes peuvent être d'origine runale, ce cas de figure on le voit au cours des polyuries osmotiques. En pratiquant, la diurèse osmotique est induite dans de nombreuses situations, notamment au cours des accidents hyperosmolaires du diabète sucré, d'ailleurs c'est l'entité la plus fréquente. En cas de perfusion de soluté hypertonique, on a aussi la polyurie du syndrome de levée d'obstacle et de l'hypercalcémie. Les urines sont abondantes avec une osmolalité de l'ordre de 300 à 350 millosmoles par kilo d'eau, donc une osmolalité urinaire proche de l'osmolalité plasmatique avec une concentration du sodium qui est relativement faible, environ 50 millimoles par litre, ce qui induit au total une perte hydrique plus importante que la perte sodée, favorisant la survenue d'hypernatrémie. L'acidocétose diabétique représente la situation de déshydratation globale d'origine renale la mieux caractérisée. Je vais jeter un coup d'œil sur le mécanisme physiopathologique. L'élévation brusque de la glycémie entraîne une augmentation de l'osmolalité plasmatique. Cela provoque un transfert d'eau vers le secteur extracellulaire avec à la phase initiale une hyponatrémie dite hypertonique. Comme j'ai déjà expliqué au début de la vidéo, c'est une fausse hyponatrémie. Il y en a une diurèse osmotique se traduisant par une polyurie de plusieurs litres par jour. En absence de compensation, les volumes extracellulaires et cellulaires diminuent et l'hypernatrémie s'installe.
L'hypernatrémie majeure encore l'hyperosmolalité plasmatique et la déshydratation cellulaire, ce qui va aggraver l'état de conscience et altère la sensation de la soif chez le patient, donc un véritable cercle vicieux se constitue. Les pertes extrarénales peuvent être d'origine digestive ou cutanée. Dans ces situations, les urines sont peu abondantes, très concentrées et pauvres en sodium. La gastroentérite aiguë du nourrisson constitue la principale cause par perte hypotonique associée à l'impossibilité d'exprimer la soif et au vomissement, gênant l'administration des liquides. Dans rares situations, des pertes sudorales extrêmes peuvent entraîner une déshydratation globale, surtout en période caniculaire chez le sujet âgé, dont la sensation de soif est souvent atténuée. Pour la prise en charge, le but du traitement en premier lieu, c'est de rétablir la volume du milieu extracellulaire en perfusant du sérum salé isotonique pour éviter le risque de collapsus et un état d'hypovolémie avec toutes ses complications. La reconstitution du volume intracellulaire se fait par la perfusion de soluté salé hypotonique à 0,45%. La quantité à perfuser est calculée selon la perte de poids. Vous devez savoir que la perfusion doit se faire progressivement pour éviter l'installation d'œdème cérébral. Et aussi, la surveillance par des ionogrammes sanguins est indispensable pour adapter la perfusion. En cas d'hypernatrémie aiguë symptomatique, une correction rapide semble nécessaire et efficace. Elle fait appel à l'utilisation de solutés hypotoniques par voie intravéneuse. Cependant, la baisse de la tonicité plasmatique ne doit pas dépasser 5000 osmoles par heure. L'hypernatrémie avec hyperhydratation extracellulaire, cette situation est rare, elle est définie par l'association d'hypernatrémie avec des œdèmes périphériques ou viscéraux. Généralement, elle est secondaire à des urothérapeutiques lors de la perfusion du soluté hypertonique comme le sérum salé hypertonique et le bicarbonate de sodium. Une circonstance exceptionnelle, c'est la noyade en eau de mer. Le tableau clinique est évocateur devant des signes de déshydratation intracellulaire sévère du fait de la brutalité d'installation de l'hypertonie. L'expansion brutale du volume extracellulaire se manifeste souvent par un œdème pulmonaire ou des signes d'insuffisance cardiaque congestive. Le traitement consiste l'apport d'eau de soluté glucosée hypotonique, l'administration du diurétique de l'anse afin d'augmenter l'élimination rénale du sodium. L'opération extrarénale est indiquée en cas d'oligoanurie. L'hypernatrémie avec volume extracellulaire normal, dans ce cas, il y a une perte hydrique sans perte de sodium associée. La perte hydrique peut être d'origine rénale ou pulmonaire. En cas de perte rénale, on évoque le diabète insipide par défaut de réabsorption d'eau libre au niveau du tube collecteur. Ça s'exprime cliniquement par un tableau de déshydratation cellulaire et une polyurie qui peut atteindre 8 à 10 litres par jour. L'osmolalité urinaire est faible, elle est inférieure à 300 mmol par litre, voire 200 mmol dans les cas sévères. Le diabète insipide peut être neurogénique, dit aussi diabète central, suite à un déficit de sécrétion d'ADH par la posthypophyse, ou néphrogénique, là la cause est périphérique, par défaut d'action d'ADH au niveau du tube collecteur. Le diagnostic différentiel des diabètes insipides se fait par l'administration d'un analogue de l'ADH, c'est la desmopressine. En cas de diabète insipide neurogénique, la desmopressine corrige le trouble de concentration des urines, tandis que si on est devant un diabète insipide néphrogénique, la desmopressine est sans effet notable sur la concentration des urines. La perte hydrique peut être pulmonaire, cette situation la voit fréquemment au milieu hospitalier chez le sujet intubé trachéotomisé, surtout en cas d'infection fébrile avec tachypnée. Les pertes sont plus importantes que les pertes rénales, les urines sont peu abondantes et très concentrées. Pour la prise en charge, le rétablissement d'une hydratation cellulaire normale implique initialement la perfusion de soluté hypotonique. Le traitement de la polyurie du diabète insipide est entrepris de façon concomitante quand il y a une cause identifiée, par exemple suite à une hypercalcémie, une intoxication au lithium ou une localisation post-hypophysaire d'une sarcoïdose. Le traitement tout d'abord est étiologique. Pour le traitement symptomatique, si on est devant un diabète insipide neurogénique, on a l'administration de la desmopressine. En cas de diabète néphrogénique, on utilise les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment l'indomitacine qui a un impact sur la réduction de la diurèse.